Aujourd'hui, on va être ensemble pour un petit peu moins de 2 heures. Donc, on va travailler, enfin, le sujet de la thématique aujourd'hui, c'est travailler avec la distribution, collaborer avec la distribution. Donc, ce que je vous propose, alors on a déjà fait un petit tour de table, donc je sais qui vous êtes et dans quelle société vous travaillez, donc c'est très bien. Merci à tous. Je vais me présenter succinctement pour que vous sachiez également qui je suis. Donc moi, en fait, donc je m'appelle Karine Pétro, je suis une experte marketing. J'ai 20 ans d'expérience en marketing stratégique et opérationnel, aussi bien en point de vente qu'en digital, principalement dans le secteur de la distribution et de la beauté. J'ai occupé différents postes marketing, notamment des postes de direction marketing sur la France et des postes de direction du catégorie management dans des PME et des grands groupes comme Dior et Sephora. J'ai également occupé des fonctions commerciales, aussi bien des postes de responsable achat que responsable commercial, ce qui m'a permis de vraiment mieux comprendre les enjeux marché et puis les comportements des clients. Donc, j'ai fait ça à peu près pendant 20 ans. Aujourd'hui, je suis consultante et formatrice en marketing et en catégorie management. J'ai monté ma structure il y a à peu près 1 an et demi, structure qui s'appelle CHO2. Donc, j'accompagne des entrepreneurs sur différentes problématiques. Donc, ça va être de la stratégie globale, donc de l'élaboration de la stratégie jusqu'à la mise en place opérationnelle. J'accompagne également sur des positionnements de marque ou de l'innovation, c'est-à-dire du concept jusqu'au lancement du produit. Et puis, ça peut m'arriver également, quand les entrepreneurs le souhaitent, je les accompagne sur des problématiques commerciales et également managériales, dans la mesure où j'ai toujours géré des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires. Donc voilà, je propose différents services, mais sachant qu'aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est plutôt le marketing. Donc voilà, vous êtes chacun présenté, donc c'est très bien. Je vais juste vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. Quelles sont vos attentes par rapport à cette session, par rapport à cet atelier? Comme ça me permettra peut-être d'appuyer plus sur certaines choses, de donner davantage d'exemples en lien aussi avec vos attentes et votre business, si vous le voulez bien. On fait dans quel ordre? Parce que comme on voit plus. On a qu'à commencer par Thomas. On va faire. Allez, Thomas, si vous êtes là. Ouais, écoute, moi, les attentes, j'ai pas bossé la question, donc c'est. Moi, j'attends de voir effectivement comment on pénètre, quelles sont les tactiques d'approche pour rencontrer, pour avoir des premiers clients pilotes. Comment choisir un premier pilote dans la distribution et comment le travailler. Est-ce qu'on va plutôt favoriser une approche de type magasin pour remonter en centrale? Est-ce qu'on va plutôt favoriser tout de suite une approche centrale? Avec quels moyens? Voilà, c'est un peu ça, moi, plutôt. Voilà, et quelle est aussi la saisonnalité? Comment est-ce qu'on anticipe parce que bon, c'est des calendriers de vente qui sont parfois très longs. Il y a de la saisonnalité aussi pour les périodes de négociation, pour rentrer des nouveaux fournisseurs et choses comme ça. Donc, peut-être avoir un peu cette overview de type pénétration du circuit, quoi. D'accord, ok. Merci. Olivier? Alors, l'objet de la participation, c'est le partage avec les autres startups et puis avec vous, parce que, comme je l'ai dit, on apprend toujours. Et comme c'est très complexe, nous, on a la grande difficulté, c'est de s'intégrer sur les systèmes de caisse, d'avoir accès à la data du point de vente. Donc, arriver à déclencher le POC est quelque chose de très compliqué, puisque par nature, on s'attaque au système d'information, donc on ne peut pas passer par un point de vente en direct. On est obligé de remonter vers les services centraux. Et donc, dans toute la nébuleuse politique de chacune des enseignes, et Dieu sait qu'elle est de plus en plus complexe, sans parler du turnover enseigne par enseigne, etc. etc. Et donc, des fois, au coin d'une conversation, même informelle, j'attrape une information qui me permet de dénouer les chevaux du système. Donc, il y a ça. Et puis après, je pense que je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice aux autres startups autour de la table, parce que, effectivement, en ayant passé 15 ans dans ces enseignes-là, plus le réseau que j'ai,
Aujourd'hui, il faut savoir que les enseignes avec lesquelles on discute tout de suite au plus haut niveau puisqu'on touche à la finance. Donc Ouais, on a toutes les je ne vais pas dire qu'on a réussi à décrypter à peu près toutes les enseignes et leur mode de fonctionnement, mais comme ça fait 2 ans qu'on tourne autour et qu'on n'est pas très loin d'avoir enfin 2 POC, on peut peut-être aider à guider, certaines autres startups sur le bon chemin. Voilà. d'accord, ok. Bah, très bien. Merci. Alice? Ouais, moi, nous, on a commencé déjà à distribuer et justement, je pense qu'on s'éparpille un peu. D'accord, Donc, ce serait vraiment pour comprendre comment on structure ce réseau. Et je sais que juridiquement, on a vu avec notre avocate comment faire un contrat de distribution. On s'est basé justement sur le modèle de la grande distribution et comment l'adapter en fait à notre activité qui est plus du conseil et puis fédérer vraiment un réseau de distributeurs autour de nous pour nous vendre, pour nous donner envie pour leur donner envie de nous vendre. d'accord, ok. Et Alexia? Et ben moi, du coup, c'est vraiment comprendre parce que c'est toujours pareil, le co-branding, le principe, c'est que c'est du co. Et donc, c'est vraiment, il y a une relation de partenariat, donc bien comprendre comment il fonctionne. Effectivement, ce qu'évoquait Thomas, les saisonnalités, enfin voilà, comment ils peuvent nous mettre en avant, quelles sont leurs contraintes à eux. Voilà, je les connais un petit peu, mais de loin, encore une fois. Donc, vraiment comprendre leur mode D'accord, de fonctionnement, leurs attentes en tant que distributeur. Et là où il y a des points de blocage globaux, ou voilà, ou peut-être des astuces ou des tips sur comment ils font financer typiquement leurs actions marketing. Alors, je sais que souvent, ils font contribuer les fournisseurs, par exemple. Voilà, mais c'est des petites choses qui font que déjà l'approche qu'on peut avoir auprès d'eux peut être différente quand on est dans cette démarche de co-branding aussi. d'accord. Voilà. Donc, Ok. Bon, bah, très bien. Bon, bah, merci. Alors, c'est vrai que, n'hésitez pas hein, pendant cette formation à m'interrompre, à me poser des questions. Moi, je suis là pour vous aider, pour répondre vraiment à vos besoins. Voilà, s'il y a certains sujets que vous souhaitez creuser davantage, ben, n'hésitez pas voilà, à me poser des questions. Olivier pourra sans doute aussi nous aider et nous éclairer sur d'autres éléments. Donc, eh ben, écoutez, je vous propose donc le programme de la journée, de cet atelier. On va faire une petite intro. On va voir ensemble quels sont les prérequis pour pouvoir travailler avec la distribution. Une partie négo, le lancement d'une marque, les challenges liés à la mise en place opérationnelle. Et puis, on va voir également le retail aujourd'hui, comment il évolue, notamment tout ce qui a été accéléré par la crise sanitaire. Alors moi, j'aime bien commencer mes formations par un petit quiz. Ça permet de nous plonger dans le bain tout de suite et puis de voir un petit peu où vous en êtes par rapport au sujet. Donc, il n'y a pas de réponse débile. Hein. L'important, c'est qu'on participe. Voilà. Alors, on va commencer par la première question, à savoir, à votre avis, du point de vue du distributeur, que signifie le sell-in et le sell-out? Alors, ce sont des termes qui sont très utilisés par le distributeur. Hein. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai fait quelques questions dessus parce que vous entendrez ce jargon-là. C'est important de savoir de quoi il s'agit. Ah, en termes Alors, est-ce que quelqu'un sait alors je sais, j'essaie une réponse, pour le distributeur. Donc le sell-in, c'est, enfin en termes de flux, c'est ce qui va, rentrer. Le sell-out, alors moi quand j'étais chez Danone, on parlait énormément du sell-in et du sell-out. Le sell-in, c'est globalement ce qu'on arrivait à vendre aux distributeurs, donc c'était l'impact vraiment, commercial des équipes, de vente et donc c'est ce que le distributeur globalement nous commandait à nous, Danone. Et le sell-out, c'est plutôt un impact marketing puisque c'est ce qui est capable d'être acheté derrière par le conso. Donc, il y a un peu deux équations à essayer de piloter. C'est comment je vends plus à mon distributeur et comment derrière j'arrive à faire acheter à mon consommateur chez mon distributeur, c'est le sell-out. Voilà, exactement. Donc, le sell-in, c'est les achats du distributeur auprès du fournisseur, type Danone. Et donc, le sell-out, en effet, ce sont les ventes qui sont réalisées en magasin au consommateur final. Alors, est-ce que également les mots, les noms Nielsen, Eri, NPD vous parlent? Des panélistes. Voilà, exactement.
Donc, c'est des panels et des bases de données, aussi bien quantitatives que qualitatives, que peuvent utiliser aussi bien les distributeurs que les fournisseurs. En fait, c'est une véritable bible sur toutes des données d'achat et de comportement et du consommateur et de l'acheteur. Donc, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'informations comme le chiffre d'affaires, la part de marché, le poids promo, le panier moyen, un certain nombre d'informations qui vont vous permettre ensuite de travailler vos levées d'action pour améliorer votre chiffre d'affaires, votre profit, le taux de transformation. Voilà, donc ça, Comparateur de prix aussi. Hein. Oui, exactement. Oui, oui, il y a énormément de données. C'est vraiment une véritable bible pour pouvoir analyser et ensuite mettre en place des plans d'action. Juste une question, c'est la Bible de comparaison des distributeurs entre eux, c'est-à-dire de leurs propositions, ou c'est la Bible du consommateur final? Enfin, on apprend des choses sur le consommateur final ou on apprend des choses sur le positionnement du distributeur? Les deux. Alors, vous pouvez apprendre, il y a différents types de panels. D'accord. Vous pouvez avoir des panels, par exemple, moi étant chez Sephora, mais pareil, hein, si vous êtes chez Danone, vous allez avoir un certain nombre d'informations reçues de la part de ces panélistes qui vont vous dire, par exemple, mes concurrents, quel chiffre d'affaires font-ils, sur quels produits, à combien vendent-ils les produits, est-ce qu'ils ont quel taux promo font-ils? Donc ça, vous pouvez avoir ce type d'informations. Donc nous, par exemple, quand chez Sephora, on achetait des panels, on regardait essentiellement quelle était notre part de marché, notre chiffre d'affaires, quelles étaient les marques qui étaient chez nous, comment ça fonctionnait par rapport aux marques chez nos concurrents. Et puis ensuite, vous pouviez acheter aussi d'autres panels. Donc ça, c'est plutôt des panels quanti. Et au niveau des panels quali, et bien là, vous pouvez apprendre énormément de choses sur le comportement d'achat du consommateur et de l'acheteur. Est-ce qu'il est venu acheter en magasin au bout de sa 3e visite? Qu'est-ce qui a déclenché son acte d'achat? Est-ce que c'est un couponing? Est-ce que c'est suite à un emailing? Et en fait, ils font ces études sur un nombre d'individus assez important. D'accord. Voilà, donc c'est assez représentatif. Ok, je me permets je vous dis juste pourquoi que vous compreniez ma question. C'est qu'en fait, nous, grâce à notre modèle algo, parce qu'il y a une IA derrière, en fait, on est capable de générer la recette sur mesure et de générer des planifications de repas. Donc, on est capable de traiter de l'information sur l'ingrédient. Et donc, aujourd'hui, en fait, la donnée qu'on a, c'est qu'on est capable de retracer, en fait, l'utilisation d'un produit acheté. Donc, à partir du moment où il est acheté jusqu'au moment où il est consommé, on est capable de dire il a été acheté à tel moment, il a été consommé dans telle recette, en telle quantité, parce que grâce au produit, il y a une balance. Il l'a réacheté à tel moment, etc. Et nous, on est capable vraiment de retracer et d'agréger cette donnée-là. Et donc, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on discute justement pour, à terme, une fois qu'on aura acquis suffisamment d'users par distributeur, voire industriel, pouvoir leur proposer cette donnée finalement contextualisée, anonymisée et agrégée. D'accord, d'accord. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant comme donnée parce que ça permet ensuite de mettre en place des plans d'action pour pousser les bons produits en bon moment chez le bon client. Et comprendre pourquoi il y a des blocages au niveau usage après chez le consommateur final. Exactement. En fait, c'est ça, Exactement. À mon avis, vous pourrez aussi bien travailler avec la distribution qu'avec les panélistes. Hein. Panélistes ou même les industriels en direct, en fait, on discute aussi avec les industriels, on les intéresse beaucoup parce que eux, pour créer des nouveaux produits, pour améliorer leurs produits, c'est bien la mode en ce moment, pour améliorer leurs produits, les repositionner comme il faut. On parlait de sell-in, sell-out, c'est pareil. S'ils arrivent vraiment avec un produit qu'ils arrivent bien à vendre à leurs distributeurs, ils ont le même sujet, quoi. Donc effectivement, on a des sujets aujourd'hui autour de ça, tout à fait. Alors, pardon. Donc le 3e terme, PGC, ça je pense que ça doit parler à peu près à tout le monde. Produits grande consommation. Voilà, c'est un acronyme pour les produits grande consommation, donc ceux qui sont souvent achetés dans la grande distrie, des produits courants, type alimentation ou hygiène. FMCG. Je ne connais pas. C'est tout ce qui est food industrie. En fait, c'est aussi un anacronyme anglais cette fois-ci qui signifie Fast Moving Consumer Goods. Et c'est en fait la même chose que les produits grande consommation, c'est juste le terme anglais. Voilà, mais c'est vrai que souvent on en entend parler. Et c'est vrai que bien souvent on l'amalgame avec la food. Ouais. Ouais. Sachant que le PGC, c'est à mettre en comparaison avec le produit frais, parce que c'est vraiment du sec.
et du non-al grande conso, mais le frais n'est pas dans le PGC. Oui. Donc ensuite, MDD. Voilà, marque distributeur. Marque distributeur, ouais. Voilà, marque distributeur. Bon. OK. Eh bien, on va y aller. Donc, on va commencer par une petite intro. Donc, tout d'abord, la définition d'un distributeur. Eh bien, c'est l'intermédiaire entre le fabricant du produit et ou du service et son client final. Donc, quand on entend client final, ça veut aussi bien dire une personne comme vous et moi, ou alors une entreprise. Un distributeur peut désigner aussi bien un point de vente que alors un point de vente physique ou digital, ou alors une enseigne, c'est-à-dire plusieurs points de vente type Sephora. Quand on travaille avec un distributeur, on peut travailler sous différentes typologies. Soit on peut travailler sur un circuit court, c'est-à-dire que vous avez un seul détaillant. Soit on peut avoir des circuits plus longs, où là, on va avoir à minima 2 intermédiaires. Et on peut avoir justement, qui sont intégrés dans ce circuit long, des grossistes et des centrales d'achat. Voilà, donc pour les circuits courts, ça peut être par exemple une marque de bijoux artisanal qui va vendre à un bijoutier indépendant. Pour les circuits longs, on est plutôt sur la grande distribution qui passe, on va dire, 95% sur des centrales d'achat. Donc, si on regarde ensuite les différentes typologies de points de vente sur la France, alors après, on pourrait, c'est à peu près les mêmes au niveau mondial. Juste que vous les ayez bien en tête, j'ai surtout fait un focus sur la grande distribution. Donc, on a différentes typologies de magasins. On a d'abord les supérettes ou les petits magasins, type Monop, Dailymonop, où là, on va être sur des surfaces plutôt petites, c'est-à-dire inférieures à 400 mètres carrés. On est sur des configurations centre-ville et sur une offre assez courte. Ensuite, on va avoir le supermarché. On est sur une surface plus grande, une offre plus étendue, et on est sur des surfaces de vente allant de 2500 mètres carrés. On a l'hyper où là, l'offre est encore plus large et on va sur des surfaces de vente allant jusqu'à 20 000 mètres carrés. Ensuite, on a également les hard discounters, donc les Lidl, les Leader Price et les Aldi, où là, on est essentiellement sur un assortiment alimentation avec des prix, des assortiments assez courts et des prix extrêmement bas. On a également les grands magasins, où là, on est sur des surfaces de vente allant jusqu'à 50 000 mètres carrés. Et en règle générale, ce sont des magasins où l'alimentation représente moins du tiers du chiffre d'affaires du magasin. On a également tout ce qui est grande surface spécialisée. Donc, dans ce cas-là, on a un assortiment assez profond, mais sur une catégorie précise de produits. Par exemple, les produits de sport pour Decathlon, les produits de bricolage pour Castorama, et j'en passe. Et ensuite, on va avoir, excusez-moi, tout ce qui est lié aux sites marchands, les sites e-commerce. Donc, on peut avoir des marques qui vont vendre uniquement sur des sites marchands qui n'auront pas de point de vente. C'est par exemple le cas de Gouta Bio qui est de la région. On peut avoir également des pure players et des marketplaces. Donc, les pure players sont des… donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ces termes-là. C'est bon. Oui. Donc, c'est vrai que les pure players, voilà, ce sont des entreprises qui ne vendent que sur Internet et qui vendent du catalogue de vendeurs qu'ils ont présélectionnés, donc des catalogues tiers qu'ils ont présélectionnés. Et ce qui est très tendance maintenant, ce qui arrive de plus en plus, ce sont les marketplaces, c'est-à-dire c'est la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs. Donc, Amazon, qui était un pure player, est devenu une marketplace. Vous avez même les Galeries Lafayette aujourd'hui qui sont devenues des marketplaces. Donc, vous pouvez être aussi bien point de vente uniquement, e-commerce uniquement, ou vous pouvez être également sur les deux
typologies de points de vente en physique et en digital. Alors, il y a 2 typologies de points de vente qui existent au niveau mondial, par exemple des points de vente type les drugstores, par exemple les Boots qu'on peut retrouver en Angleterre, que nous, on n'aura pas sur le marché français. Ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, on va voir qu'il y a différents types de distribution et qu'il faudra choisir votre type de distribution en fonction des objectifs commerciaux que vous aurez pour votre marque et par rapport au positionnement de votre marque. Donc, le premier type de distribution, c'est la distribution intensive. Là, l'objectif derrière cette distribution-là, c'est d'atteindre rapidement un grand volume de vente, c'est d'assurer la disponibilité permanente des produits sur une zone géographique étendue. Alors, en règle générale, ici, il s'agit de produits d'achat courant, des achats peu impliquants. C'est par exemple les bonbons Haribo que vous allez trouver aussi bien dans les stations-service, dans les supermarchés, dans les bureaux de tabac. Donc, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est être présents dans un maximum de points de vente sur une zone géographique extrêmement étendue et générer du chiffre d'affaires et du volume assez rapidement. Vous allez avoir un autre type de distribution qui est la distribution sélective. Et dans ce cas-là, elle repose sur la sélection par la marque, par le fournisseur distribué, d'un nombre restreint de points de vente dans une zone géographique donnée. Donc là, on est plutôt sur un objectif qui est de garantir le respect de l'image de marque. Bon, alors bien sûr, on veut faire aussi du chiffre d'affaires, hein, c'est bien évidemment, mais on va faire extrêmement attention à l'image de notre marque. Et ici, il s'agit plutôt de produits d'achat réfléchi, des produits impliquants, des produits dont l'usage nécessite des informations, du conseil. Ça peut être par exemple des vélos électriques. Voilà, on va être sur une distribution sélective ou alors les parfums et cosmétiques. Il y a une autre typologie de distribution qui est la distribution exclusive. Donc là, celle-ci, elle garantit dans une zone géographique donnée l'exclusivité à un seul distributeur. C'est-à-dire que ici, l'objectif, ça va être de garantir un meilleur contrôle de ses ventes en termes de qualité, de service et d'image de marque. Donc, on est plutôt sur des produits de luxe, du haut de gamme. Ça peut être, par exemple, l'entreprise Louis Vuitton qui va décider, donc au-delà de ses points de vente en propre, de donner l'exclusivité sur, alors ça peut être sur sa marque ou sur certains produits, l'exclusivité aux Galeries Lafayette Haussmann et uniquement aux Galeries Lafayette Haussmann sur le marché français. Voilà. Donc, et après, sur d'autres pays, pour en donner l'exclusivité ou non à d'autres distributeurs. Donc, vraiment, en fonction de vous, vos objectifs commerciaux et de votre positionnement de marque, si vous êtes plutôt une marque premium, plutôt une marque masse, eh bien, vous allez choisir une typologie, un type de distribution qui vous conviendra le mieux. Et donc, ça, évidemment, c'est au tout début de sa stratégie qu'il va falloir se poser cette question. Donc, une fois passée cette petite intro, on va voir ensemble quels sont les prérequis pour travailler avec la distribution. Alors, le premier prérequis, en fait, pour moi, pour avoir travaillé avec pas mal de marques étant côté distribution, et je pense que Olivier appuiera sans doute dans ce sens. Le premier prérequis, c'est de nourrir la stratégie catégorielle de l'enseigne. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par catégorie ? Eh bien, une catégorie, c'est le groupe de produits et ou de services distinctifs que les consommateurs considèrent comme complémentaires ou substituables pour satisfaire leurs besoins. Donc, par exemple, l'eau va être considérée comme une catégorie. Vous allez avoir de l'eau gazeuse, de l'eau plate, de l'eau aromatisée, des bouteilles 33 centilitres, 50, 1 litre, 75. Tous ces produits-là vont faire partie d'une seule et même catégorie. Pareil, le maquillage, une catégorie dans sa globalité. Et donc, le distributeur va le regarder dans sa globalité. Tant les produits qui sont différents les uns des autres, un rouge à lèvres et un mascara sont différents. Ceci dit, ils répondent à un même besoin, qui est le besoin de se faire belle ou de se faire beau, de se sentir bien, de se faire du bien.
Voilà, donc une catégorie va satisfaire un même besoin. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie catégorielle? Eh bien, en fait, c'est l'ensemble des actions menées par un distributeur et ou un fournisseur pour améliorer les résultats d'une catégorie. Donc, par exemple, la catégorie eau. Donc, quand on entend résultat, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être le profit, ça peut être le service. En fait, ça va dépendre un petit peu de la stratégie du distributeur et ou du fournisseur. Et également, l'objectif, ça va être d'apporter une réponse optimale au consommateur, répondre au mieux à ses attentes. Pour une enseigne, en fait, quand ils référencent un produit, quand ils référencent une marque, ils vont toujours se poser la question, est-ce que ça répond à un besoin client? Est-ce que, et comment vais-je y répondre de façon optimale? Voilà. Et aussi la remise de fin d'année qui va derrière aussi. Oui, aussi. Tout à fait. Ben ça ira dans améliorer les résultats d'une catégorie. Ouais. La marge arrière. Pour le distributeur. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous arrivez avec un produit, on va dire, qui n'apporte rien, qui ne nourrit pas la stratégie de l'enseigne, vous risquez de ne pas être référencé. Je vous donne un exemple concret, et puis je vous en donnerai un autre du marché. Quand j'étais directrice de la catégorie sur les parfums dans l'enseigne Sephora, j'ai rencontré de nombreuses marques de parfums qui venaient nous présenter leurs innovations. Il y a une marque qui est venue nous présenter un produit qui était extrêmement intéressant, qui était assez novateur, qui était un produit, enfin un parfum qui était 100% naturel et qui était recyclable. En tout cas son packaging. Il s'avère qu'à ce moment-là, ça ne faisait pas partie des priorités de l'enseigne, ça ne faisait pas partie de la stratégie catégorielle de l'enseigne. Il y en avait d'autres. Et donc, même si le produit était un super produit, en fait, l'enseigne Sephora ne l'a pas référencé parce qu'à ce moment-là, il ne venait pas nourrir sa stratégie catégorielle. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement important quand vous venez présenter vos produits, vos innovations auprès des enseignes, de bien comprendre, eux, quels sont leurs objectifs, quelle est leur stratégie. Est-ce qu'une fois que vous aurez bien compris leur stratégie, quand vous reviendrez en rendez-vous, vous pourrez appuyer sur des points qui sont importants pour eux. Vous pourrez leur montrer que vous avez réellement compris leur stratégie et que vous pouvez les aider à atteindre leurs objectifs. Et du coup, j'ai une question, mise à part, du coup, est-ce qu'il y a des, enfin, je ne sais pas, j'ai peut-être une bêtise, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y a des moyens de la connaître, mis à part être en contact direct, évidemment, avec une personne de l'enseigne? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour connaître ces stratégies-là? Enfin, pour étudier un petit peu plus précisément, au-delà, j'ai vu donc des panels, des choses comme ça, ou des études. Est-ce qu'il y a des choses où on peut, enfin, des endroits où on peut effectivement aller voir, ou des moyens d'avoir ces informations? Alors, en règle générale, c'est des informations qui sont relativement confidentielles. Ouais, Ceci dit, vous pouvez trouver dans de la presse professionnelle. D'accord. Donc, si c'est dans la grande distribution, vous pourriez regarder dans des magazines type LSA. Si c'est plutôt dans les parfums cosmétiques, vous avez Cosmétique Mag. En fait, il faut regarder plutôt tout ce qui touche la presse professionnelle. Et là, vous pouvez avoir des articles intéressants sur de la stratégie d'enseigne. Alors, ça peut être fait sur LinkedIn. Hein. Sur LinkedIn, vous avez beaucoup d'articles également qui paraissent, où là, vous allez pouvoir détecter certains éléments de la stratégie catégorielle d'enseigne. Et c'est souvent quoi? C'est souvent les directeurs marketing qui diffusent ça, ou c'est quel profil de personnes? Non, alors en fait, non, alors ça va pas être des professionnels qui appartiennent à l'enseigne ou des directeurs marketing. En fait, sur LinkedIn, par exemple, moi, je suis inscrite, enfin, je suis pas mal de revues, enfin, de revues professionnelles type LSA, Cosmétique Mag, Retail News, donc tout ce qui touche, voilà, Retail Experience. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises ou des panélistes auxquels je me suis abonnée, que je suis. Et dès que eux diffusent un message, en fait, pour moi, ça va être une véritable source d'information, une véritable Bible.
Donc, vous avez le hub de la Poste qui est extrêmement intéressant. Vous avez, oui, LSA, pour moi, c'est Bill. Après, tout ce qui touche le retail, vous allez voir, vous avez différentes presses professionnelles. Donc, moi, je vous invite à vous abonner. Si vous voulez, après, vous pourrez aller sur mon profil. Vous verrez à qui je suis abonnée. Il y a pas mal de revues. Ça peut déjà vous donner des idées. Oui. Vous pouvez aussi vous abonner. Si, par exemple, vous souhaitez toucher la grande distribution, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à suivre Carrefour, Casino, tous les grands groupes, parce que eux, potentiellement, ils peuvent poster, leur PDG ou leur DG peut poster parfois des informations sur leur stratégie. On a une stratégie d'ouverture de points de vente, de conquête internationale, de conquête digitale. Aujourd'hui, on veut pousser l'expérience en magasin, on veut davantage la digitaliser. Voilà, ça vous donne quand même des clés et des informations sur les potentiels distributeurs Ouais, et leur stratégie. je vais rajouter un petit point sur la stratégie catégorielle de l'enseigne. Oui, allez-y, Olivier. Comme je m'occupais de construire les assortiments des distributeurs, Oui. en fait, la façon dont on procédait chez Carrefour, effectivement, on faisait une première analyse de panel sur les lignes produit par produit pour constituer les assortiments. Et en fait, on créait un assortiment obligatoire qui garantissait une optimisation de chacun des points de vente sur 80% de couverture de marché. Donc, en fait, dans les panels, quand on prend la liste des produits qui se vendent, en fait, chacun a une part de marché dans la catégorie, 1%, 2%, 3%. Et donc, en fait, on tire un trait jusqu'à 80% de couverture de marché. On regarde tous les produits qu'il y a dans la catégorie. Et si on arrive à faire rentrer un produit qui vient complémenter l'assortiment, alors ça a du sens pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de la catégorie sur le point de vente. Donc ça, c'était le premier point. Exactement, oui. Le deuxième point, c'est la place du produit dans le linéaire par rapport au mètre disponible, parce que de toute façon, il y en a un qui rentre, il y en a forcément un qui sort. Il n'y a pas le choix. Et donc, c'est là où il y a effectivement les remises arrière, mais aussi les lignes payées à l'entrée par chaque produit. Donc ça pèse aussi dans la décision du distributeur. Et puis après, et ça vient en tout dernier point, c'est la capacité de la marque à pouvoir communiquer suffisamment fort dans la structure d'assortiment. Et dans des enseignes comme Carrefour ou Auchan, si vous prenez une catégorie de produits, en fait, souvent la stratégie, c'est un premier prix, une marque distributeur, une voire deux marques nationales sur la même catégorie de produits. Je vous prends l'exemple d'un ravioli. Vous mettez deux marques nationales, une marque distributeur, un premier prix, et il n'y a plus de place pour rentrer un autre produit, sauf à ce qu'il amène une valeur ajoutée en remplacement d'un des deux marques nationales, pour faire simple. Parce que le premier prix, la marque distributeur, bouge jamais par définition. Non. Voilà. Surtout la MDD, ils ne vont pas la bouger, la MDD. Non, ils vont plutôt bien la valoriser. Ça, c'est clair. Donc, on voit justement... La stratégie, juste pour finir, du coup, la stratégie d'assortiment pour rentrer chez le distributeur, c'est d'être agressif dans la catégorie à condition qu'on soit bien dans la couverture de marché optimum pour avoir une DN suffisante. Et si ce n'est pas le cas, c'est plus dur de rentrer. Exactement. C'est quoi une DN? La distribution numérique, en fait, c'est le nombre de points de vente dans lequel le produit peut être disponible. Et présent. D'accord. Donc, en fait, exactement, pour appuyer, merci beaucoup Olivier, pour appuyer ce que disait Olivier, concrètement, je vous ai mis deux exemples de flop et de top au niveau de produits. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette eau qu'avait essayé de lancer Coca, qui s'appelle Dasani. En fait, c'est une eau qui était une eau minérale classique, un positionnement prix classique. Simplement, ça n'était pas très bien compris par le consommateur parce que c'était une eau qui était purifiée, c'était un flop total. En fait, cette eau-là, malgré la force de frappe du groupe Coca-Cola, n'apportait rien, si vous voulez, de supplémentaire à la catégorie eau, et donc ça n'a jamais pris.
Au contraire, si on prend l'exemple de Volvic, Volvic est arrivé avec de l'eau minérale aromatisée. Et là, ça apportait réellement quelque chose de supplémentaire, de la valeur ajoutée à la catégorie eau, notamment parce que bon, la marge était plus importante. Ça répondait aussi à un besoin complémentaire de la part des clients. Donc, c'est vraiment venu nourrir la stratégie de l'enseigne. Donc, l'enseigne a eu tout intérêt à référencer ce produit-là, dans la mesure où ça apportait réellement quelque chose. Donc voilà, le premier prérequis, si votre produit n'apporte pas de la valeur ajoutée, ne rentre pas dans la stratégie catégorielle de l'enseigne, vous pouvez vous dire que vous ne rentrerez pas. Donc ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième, c'est la conformité des produits. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que à cause de la responsabilité juridique du distributeur. En fait, aujourd'hui, le distributeur est de plus en plus responsable des dommages matériels ou physiques engendrés par tout produit défectueux qu'il commercialise, que ce soit pour une marque, donc pour un fournisseur, ou même CMDD. Alors c'est vrai qu'autrefois, c'était surtout le fournisseur qui était responsable s'il y avait un dommage matériel, par exemple, vous utilisez une crème et vous avez une allergie. Autrefois, c'était le fournisseur qui était responsable de ces dommages physiques. Aujourd'hui, eh bien, il va y avoir une co-responsabilité, voire le distributeur peut être responsable à 100% et donc avoir des risques pénaux. Donc, le distributeur va faire extrêmement attention, en fait, il va être extrêmement attentif à toutes les mentions légales. Et par exemple, dans les fautes possibles du distributeur, ne pas retirer de la vente un produit reconnu dangereux ou dont la date limite de consommation est atteinte, il encourt des risques extrêmement importants. Ou même oublier de mettre en garde sur les risques d'utilisation d'un produit. On pourrait se dire, oui, bon, bah, quel risque peut-il y avoir pour un produit? Est-ce que ce n'est pas au fournisseur de le faire? Oui, mais d'un autre côté, le distributeur étant responsable d'un point de vue juridique, eh bien, par exemple, pour certains produits cosmétiques, nous, que nous référencions, il y a toujours des risques allergènes quand on parle de crème ou de maquillage. Si par exemple sur la notice n'était pas notifié, ou même n'était pas notifié que vous pouviez encourir à tel ou tel risque, eh bien, nous obligions la marque à retravailler sa notice pour qu'il puisse y avoir cette mise en garde sur les risques d'utilisation qui était bien présente dans le produit via la notice. Donc, voilà, le distributeur peut vous challenger par rapport à ces mentions légales. Et c'est vrai que nous, on a refusé de nombreux produits parce que, légalement parlant, ils n'étaient pas du tout en ligne avec la réglementation et qu'on ne souhaitait pas courir de risques. Donc, soit ils retravaillaient leur notice, leur packaging, soit s'ils ne le souhaitaient pas, on ne travaillait pas avec. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, le deuxième prérequis, c'est tout ce qui est conformité des produits par rapport à la réglementation, sachant que vous avez une réglementation spécifique pour la France, pour l'Europe, les US, le Canada, ça va encore en être une autre. Donc, à chaque fois, il faut réussir à adapter ces produits, ces packaging, ces notices à la réglementation locale. Le troisième prérequis, ça va être la logistique, à savoir l'emballage. Alors, ça semble un peu basique, mais c'est important d'avoir un emballage qui soit adapté à votre produit. Donc, si vous avez un petit produit, d'avoir un emballage adapté, petit. Si vous avez un produit qui est susceptible de se casser, d'avoir un papier à bulles, par exemple. Ça paraît évident, mais il n'empêche que si vous n'êtes pas capable d'emballer correctement vos produits, ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas référencé chez un distributeur. Je vous donne un exemple concret. On travaillait avec des gros groupes de parfums. Il y en a un qui n'a pas su arriver avec un emballage adéquat de ses produits. Et à un moment donné, on lui a dit soit vous retravaillez votre emballage, soit on ne vous référence pas pour certaines typologies de produits. Donc voilà, l'emballage est clé, et également la livraison. Votre vitesse de livraison. Si, admettons que vous ayez des produits qui ont une forte rotation,
le distributeur va vous demander d'être dans la capacité de livrer rapidement. Livrer rapidement, ça peut vouloir dire une semaine. Une fois encore, nous, il y a des marques qu'on n'a pas référencées. Pourtant, c'était des grands groupes parce qu'ils avaient leur lieu de fabrication aux US, qui souhaitaient et qu'ils livraient en règle générale en bateau. Or, nous, on pensait que ça allait être un best-seller et qu'il y allait avoir une rotation extrêmement forte, qu'on avait besoin d'être livré à la semaine. Et donc, sur les marchés pour lesquels il était capable de livrer à la semaine, on a référencé le produit. Pour les marchés pour lesquels il ne pouvait pas, il ne faisait que du bateau, on n'a pas référencé la marque. Voilà, donc c'est vrai que la vitesse de livraison va être aussi un point clé et un prérequis par rapport au référencement d'une marque. Sur l'emballage et le packaging, il y a aussi un point qui est important. Il faut savoir que, alors je ne connais pas dans la distribution spécialisée type Sephora, mais sur la distribution traditionnelle, aujourd'hui, le standard de l'étagère, c'est 1,33 m. Donc, il faut faire des packagings qui font que quand on pose les packagings sur une étagère, on tombera toujours juste en arrivant au bout d'1,33 m. Donc, il faut avoir une taille de packaging qui colle avec ce 1,33 m. Alors ça, on le verra après, Olivier, dans le conditionnement, justement. Pardon. Non, mais je t'en prie. Là, c'est vrai que c'est plus l'emballage d'un point de vue logistique, c'est-à-dire entrepôt. Mais on verra en effet qu'il y a des problématiques par rapport au conditionnement des produits parce qu'on a des problématiques de mise en avant en magasin, que si certains produits sont trop hauts, qu'on ne peut pas les stocker en étagère, ça peut être problématique. Ça peut être un point de blocage, exactement. Ouais. Donc, voilà. Pour moi, ayant travaillé côté distribution, j'ai identifié ces trois prérequis. Donc, une fois qu'on… Alors, je ne sais pas si, Olivier, toi, tu vois un autre point clé qui ferait que si tu ne coches pas une certaine case, tu ne rentres même pas dans les discussions avec la distribution. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Sur cette partie-là, je n'étais pas trop concerné parce que c'est plutôt une problématique des acheteurs plus que du marchandiseur. D'accord. Mais oui, c'est vrai. Tu as vu ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. C'est encore plus simple. Alors, on va continuer sur justement le lancement d'une marque. Vous êtes un fournisseur et vous souhaitez travailler avec un distributeur, soit distributeur sélectif ou alors ou la grande distri, peu importe. Alexia, est-ce que Alexia, peut-être tu peux couper ton micro? J'ai un petit défilé de nouvelles. Il paraît qu'au Stade de France, Alexia, quasiment une vaccination. Oui, Alexia. Alors peut-être que je peux couper son micro. Ah oui, voilà, ça y est. Donc oui, au moment de lancement de marque, donc vous arrivez, vous voulez lancer une marque chez un distributeur. Donc la première chose, il faut pouvoir cocher tous les prérequis. Si vous ne cochez pas tous les prérequis, en fait, vous n'irez pas loin en termes de discussion avec la distribution. Ensuite, que va regarder le distributeur? Donc j'ai un petit peu simplifié, mais en gros, il va regarder le mix marketing de votre produit. C'est-à-dire produit, le prix, la promotion et place. Donc, on va voir exactement ce qu'on entend par tous ces termes. Donc, le produit. Alors, au niveau du produit, en fait, le distributeur va regarder la qualité de votre produit. En règle générale, il va avoir un service qualité qui va vérifier que votre produit est aux normes, que vous n'avez pas, que le client final n'aura pas d'allergie. Donc, en fait, ils vont tester la qualité du produit, la formule, mais également la qualité dans sa globalité. Au niveau du design, ils peuvent même vous challenger au niveau du design même de votre produit. Je vous donne un exemple concret. Arrive la période du Nouvel An chinois, les Chinois arrivent en France, parfois ils veulent rentrer chez eux avec un produit cosmétique. Pour eux, c'est important de revenir avec un produit cosmétique qui est rouge, c'est comme ça. Donc, en tant qu'enseigne, vous développez une offre bien spécifique saisonnière pour le Nouvel An chinois. Si vous avez un de vos fournisseurs qui arrive avec un produit pour le Nouvel An chinois qui est vert, il y a de fortes chances pour que le distributeur vous re-challenge en disant mais écoute, tu n'as pas bien compris en fait le type d'offre qu'on recherche. On parle du Nouvel An chinois, le design doit être rouge. Donc, soit tu revois la copie,
soit on ne référence pas ton produit. Voilà, le distributeur peut également donc vous challenger sur le design, même sur la fonctionnalité de votre produit. Je parle de choses concrètes. Une marque est venue nous présenter un produit, c'était un fond de teint en poudre. Il n'y avait pas le pinceau qui allait avec. On ne va pas se mettre du fond de teint en poudre avec les doigts. Donc voilà, il a retravaillé aussi la copie, mais ça peut être un produit à pompe qui délivre, donc une pompe qui délivre le produit, et le produit délivré en fait arrive en trop grosse quantité. Oui, la texture n'est pas la bonne, la quantité est trop importante. Vous pouvez revoir votre copie. Le conditionnement, Olivier en parlait, dans la mesure où les produits vont être agencés sur les linéaires en magasin, que les étagères ont une certaine hauteur, une certaine largeur aussi, eh bien, vous pouvez être challengé sur le conditionnement de votre produit. Et puis également, sur certains produits, vous pouvez avoir et proposer du service. Donc, également, sur ce point-là, vous pourrez être amené à avoir des discussions avec le distributeur par rapport à ce que vous proposez comme service. Parce que vous avez un service global que vous proposez. Peut-être que le distributeur, admettons que vous proposiez un service en exclusivité pour lui, eh bien, il va vouloir customiser avec vous le service que vous proposez, qu'il soit vraiment adapté à ses points de vente, à sa clientèle. Ensuite, en termes d'assortiment, le distributeur va regarder largeur et profondeur de gamme. Donc, la largeur, c'est le nombre de lignes et la profondeur, c'est le nombre de produits par ligne. Donc là, par exemple, je vous ai mis en avant le cas de l'entreprise Coca-Cola qui a 4 types de produits, Coca, Minute Maid, Nestlé, etc. Et qui va avoir pour chaque ligne de produit, donc si on prend Coca, un certain nombre de références. Coca Original Test ou le Light ou le sucre. Après, le 33 litres, le 1 litre, la bouteille en verre, la bouteille en plastique, la canette, etc. etc. Tout ça va représenter votre assortiment. Et donc, vous serez challengé sur votre assortiment. Alors, c'est vrai que c'est plus facile quand on a un assortiment qui est court de référencer l'intégralité de sa gamme. C'est plus compliqué quand vous avez un assortiment qui est extrêmement large parce que les étagères, on ne peut pas les étendre en magasin. Alors après, quand c'est sur du e-commerce, c'est beaucoup plus facile. Mais quand il s'agit de magasins, de points de vente physiques, ça peut être assez compliqué de réussir à référencer l'intégralité de son assortiment quand on a un assortiment assez large. Si on prend par exemple Dior Parfum, il y a un peu plus de 20 lignes et pour chaque ligne, si vous prenez J'adore, vous allez avoir le 30 ml, le 50 ml, le 100 ml, l'eau de parfum, l'eau de toilette, l'extrait, les coffrets, les gammes complémentaires. Là, vous avez un nombre de références extrêmement important, mais c'est vrai que c'est plus compliqué de réussir à référencer l'intégralité de sa gamme. Or, pour certaines marques, l'intégralité de la gamme fait partie de son ADN. Le choix pour le consommateur peut faire partie de l'ADN de la marque. Donc voilà, ça peut être un point d'achoppement, un point de discussion important pour pouvoir référencer sa marque. Mais il faut savoir que c'est assez compliqué, en règle générale, de réussir à référencer l'intégralité de son assortiment. C'est des discussions assez vives, on va dire. Donc, ensuite, par rapport au positionnement prix, donc le deuxième P, vous, en tant que marque, en tant que fournisseur, vous allez avoir travaillé votre positionnement prix par rapport à votre coût de revient, par rapport au prix des concurrents, par rapport à votre cible, quel est leur budget, quelle est leur perception, quelle est la qualité perçue de votre produit par rapport à votre cible. Ça, c'est votre point de vue fournisseur. Après, lui, le retailer, va avoir ses mappings, sa façon de classer et de positionner les produits dans des clusters. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple, je ne sais pas d'où il vient, un mapping de prix qui est croisé avec le bien-être. Donc, pour pouvoir classifier les positionnements prix de l'eau, eh bien, le distributeur également peut vous challenger sur votre positionnement prix. Vous n'avez pas le droit de vous entendre sur un positionnement prix,
Mais admettons que pour vous, votre produit est plutôt haut de gamme, donc vous le positionnez à un certain prix, le retailer pour vous dire: «Bah, écoutez, moi je pense que votre produit en effet, c'est un produit haut de gamme. Je pense que vous pouvez aller encore un peu plus loin par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, chez nous et sur le marché. Ou au contraire, nous on pense que votre produit n'est pas, finalement aussi haut de gamme que ça, donc on le positionnerait plutôt dans le cluster du dessous». Voilà, donc vous allez être amené aussi à discuter positionnement prix public sans vous entendre sur les prix, car c'est interdit, donc avec le distributeur. Le troisième P qui est la place, qui est en fait la politique de distribution, ce qui touche le lieu de vente. Il va falloir vous poser la question avec le distributeur des canaux de distribution. Donc, est-ce que vous souhaitez vendre uniquement au point de vente? Est-ce que vous voulez vendre uniquement sur le site e-commerce? Est-ce que vous voulez vendre sur les points de vente et le site ou les sites e-commerce du distributeur? Dans quelle typologie de points de vente vous souhaitez vendre vos produits? Si on prend l'enseigne Super U, est-ce que vous voulez être simplement dans leur petit magasin, les supérettes, ou dans leur Super U ou leur Hyper U et sur leur site? Voilà, ça dépendra un petit peu de vos produits et de ce que vous souhaitez en faire. Est-ce que vous souhaitez passer en direct ou au contraire, est-ce que vous êtes prêt à passer par une centrale d'achat ou un grossiste? Une fois que vous avez choisi votre canal de distribution, il va falloir aussi discuter de la zone géographique avec votre distributeur. Dans quelle ville est-ce que vous souhaitez être distribué, pardon, dans quel pays, dans quelle région, quelle zone géographique dans sa globalité. Va arriver également le moment du merchandising. Comment est-ce que vos produits vont être présentés en magasin? Donc ça également, c'est une véritable guerre parce que l'espace coûte extrêmement cher, le mètre linéaire coûte extrêmement cher. Donc, quelle place vous aurez en magasin? Est-ce que vous aurez un meuble dédié? Si oui, est-ce que c'est à vous de le payer, de le financer? Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple de merchandising de la marque Benefit de chez Sephora. C'est un meuble dédié que la marque, que le fournisseur a payé. Voilà, bon, vous en avez aussi en grande distribution. Donc voilà, va arriver cette question. Également la question de la force de vente. Est-ce que vos produits nécessitent une force de vente permanente? Est-ce que vos produits ont besoin de conseils de service? Discussion que vous allez avoir avec l'enseigne. En général, l'enseigne préfère avoir sa propre force de vente. Certaines enseignes peuvent refuser des forces de vente permanentes de la part des marques. C'est-à-dire bien souvent, ils vont accepter, lorsque vous avez des animations, des forces de vente de la part de la marque, mais ils peuvent refuser d'avoir une force de vente permanente qui soit dans leur boutique parce qu'ils ne veulent pas que la force de vente, soit que la marque soit au courant de leur stratégie ou de leurs priorités du moment. Voilà, parce que c'est vrai quand vous avez une force de vente sur le point de vente, vous êtes au courant d'énormément de choses et c'est vrai que le distributeur n'est pas forcément fan de ce type de dispositif. Ensuite, quand vous allez discuter aussi lancement produit, vous allez parler donc, le quatrième P de promotion, à savoir, donc, entre autres, la communication. Comment est-ce que vous allez lancer votre marque en termes de publicité? Est-ce que vous allez faire de la presse, de la radio? Est-ce que vous allez plutôt axer votre communication sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez faire du co-advertising, c'est-à-dire faire de la publicité co-brandée avec le distributeur? Est-ce que vous allez faire des événements presse? Est-ce que ces événements presse vont être aussi co-brandés avec l'enseigne? Est-ce que vous allez pouvoir bénéficier du programme CRM de l'enseigne? C'est-à-dire qu'en règle générale, les enseignes ont une base de données qui est extrêmement riche sur leurs clients, sur le profil des clients et leur comportement d'achat. Et ce qui fait qu'ils arrivent à extrêmement bien cibler leur communication. Donc, par exemple, quand vous lancez une marque ou quand ils proposent un nouveau service,
eh bien, ils vont pouvoir communiquer dessus assez facilement et de façon très pointue aux bons clients via du emailing ou via des mini-mags ou via des magazines. Donc différents supports, mais qui vont permettre d'extrêmement bien cibler la clientèle. Vous parlerez également animation. Donc, comment est-ce que vous souhaitez faire des animations en magasin au moment du lancement et même tout au long de l'année, des animations commerciales? Est-ce que vous allez devoir pour cela développer une PLV spécifique, ici comme Ferrero ou Kinder Bueno? Si oui, en règle générale, cette PLV est payée par le fournisseur. Le distributeur va également vous challenger sur proposez-vous des gifts, aurez-vous des échantillons, y aura-t-il une force de vente temporaire pour justement animer ces animations commerciales. Nous, c'est vrai que chez Sephora, quand il y avait une animation commerciale de la part des marques, en fait, cette animation, si vous vouliez une animation, il fallait obligatoirement avoir des échantillons à distribuer au client final et puis des gifts pour le remercier des achats qu'il avait faits. Si vous n'aviez pas de gifts et d'échantillons, vous n'aviez pas le droit de faire d'animation en point de vente. Vous étiez uniquement placé sur les étagères. Il n'y avait pas de mise en avant particulière de votre marque. Et puis également, vous serez amené à discuter avec l'enseigne des promotions. Alors là, j'ai des discounts. Alors d'ailleurs, ça aurait pu être également dans la partie prix. Certaines enseignes proposent donc des promotions. Donc ça peut être tu achètes un produit, tu en as un gratuit, ou alors ça peut être des discounts type moins 20% sur l'intégralité des parfums ou moins 30%. Soit les enseignes prennent à leur charge ces discounts, soit ça peut être cofinancé, soit ça peut être payé en intégralité par la marque. Et c'est vrai que de plus en plus, le distributeur va repousser le financement côté marque. En fait, tout ce que vous faites, vous pouvez vous dire en tant que fournisseur, tout ce que vous allez faire, toutes les mises en avant particulières que vous aurez en magasin, vous pouvez vous dire que vous aurez à les payer. Voilà. Donc, alors je ne sais pas si par rapport à cette partie, avant qu'on enchaîne sur les négociations, si vous avez des questions particulières par rapport à ces lancements, ou si ça vous semble assez clair. Une question particulière par rapport à Sephora. Oui, dites-moi. La politique de bons de réduction chez Sephora, elle est gérée par l'enseigne ou il l'impose aux marques? Alors, on va dire c'est tout ce qui est bon de réduction. Donc, généralement, c'est uniquement pour les clients qui font partie de leur base de données, hein, donc les porteurs de cartes, donc ceux qui sont fidèles à l'enseigne. Donc ça va faire partie de la stratégie de l'enseigne. Donc l'enseigne va décider à quel moment elle va faire des points de réduction, sur quelle typologie de produits, par rapport à ses priorités, par rapport à ses objectifs. Et puis une fois qu'ils ont décidé ça, ils vont quand même demander l'accord aux marques, parce qu'il y a certaines marques très haut de gamme qui peuvent refuser de faire partie du programme de couponing, de réduction. Auquel cas, il faudra le mentionner sur le couponing ou via la petite notice ou les petites explications qu'il y aurait. Et sur une marque Cosmeto, par exemple, qui peut être distribuée un peu partout, est-ce que des marques peuvent faire des bons de réduction, type bons de réduction papier aujourd'hui, qui seraient acceptés par Sephora,
sans avoir été initié par le programme de FIT de Sephora? Alors nous, à l'époque, on refusait. Hein. Ouais, Ouais. En fait, tout ce qui, soit c'est les boutiques en propre de la marque, soit c'est le site e-commerce de la marque et la marque va faire ce qu'elle souhaite. Après, une fois qu'elle est chez le distributeur, en fait, c'est la stratégie du distributeur et les marques vont venir nourrir la stratégie du distributeur. Donc, en fait, tout émane de l'enseigne. d'accord. En fait, les marques ont quand même peu de latitude. Elles avancent dans un cadre. D'accord. Voilà. Après, les marques peuvent venir avec des propositions, des idées novatrices qui peuvent être reprises par l'enseigne, mais qui incluront toutes les marques. D'accord. Après, vous pouvez avoir, dans le cadre d'un partenariat, à un moment donné, une marque, admettons que vous soyez, que l'enseigne soit en retard sur une marque de cosmétiques. Donc, la marque et l'enseigne ont tout intérêt à pousser le chiffre d'affaires de la marque pour essayer de rattraper le chiffre. Et par rapport à leurs objectifs. Dans ce cas-là, potentiellement, la marque et l'enseigne peuvent se mettre d'accord sur une promotion particulière qui ne concernera que cette marque-là. D'accord. À un moment donné. Voilà. Ok. Parce que ça sert dans ce cas-là, et la marque et l'enseigne, ils ont tout intérêt à le faire et à le travailler ensemble. D'accord. Ok. Voilà. Et moi, j'avais une question. Quand le distributeur travaille sur une stratégie de promotion d'une catégorie, donc ce n'est pas forcément Oui, une marque oui, en particulier, mais sur la catégorie, oui. comment ça fonctionne en général? Enfin, c'est pareil. Donc, j'écoutais ça. Il y avait des choses qui répondaient en partie à cette question, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il peut s'adresser aux marques en disant, bah voilà, nous, on va lancer une offre promotionnelle ou je ne sais pas, une opération spéciale. Par exemple, on va prendre la catégorie eau, puisqu'on a parlé de la catégorie eau. Oui. Il voit en fonction à quelle marque répondent et ce qu'il peut mettre en place, ou il décide, lui, d'être plutôt autonome. Enfin, comment ça se passe en général sur ce genre d'opération? Alors, en règle générale, l'enseigne va préparer un brief qu'il va envoyer aux marques en disant, ben voilà, par exemple, pour la fête des mères, alors il ne va pas donner toutes les raisons. Hein. Il va bien le packager, il va bien le marketer. Potentiellement, il peut dire, bon, ben voilà, pour la fête des mères, moi, j'aimerais faire, ou alors la période estivale plutôt pour l'eau, admettons qu'il n'ait pas fait très chaud. Voilà, donc ils ont moins vendu d'eau qu'en temps normal, donc ils ont un chiffre d'affaires à rattraper. Donc ils se disent, qu'est-ce que je peux faire pour pousser ma catégorie eau? À ce moment-là, ils vont envoyer donc un brief à toutes les marques en disant, nous, on va préparer une animation bien spécifique avec du moins 30% sur les achats de packs d'eau, donc 6 bouteilles d'eau. On va mettre en avant toutes les marques partenaires via du CRM, via des petites affichettes en magasin. On va envoyer des emailing. Donc, si vous voulez, ils vont vous marketer ça. Okay. Et donc, en règle générale, ils vont vous demander si vous êtes d'accord ou pas de participer à cet événement promotionnel. Et si oui, même si ça émane d'eux, ils vont bien souvent vous demander de le financer. Alors, il y a des marques qui vont dire, non, nous, on n'est pas prêt à financer. Oui, on est prêt. Voilà, mais la plupart du temps, ils vont vous faire financer, dès que c'est possible, leur activité promotionnelle. Mais en échange de quoi, vous aurez de la visibilité auprès des clients. Oui. Voilà. Okay. Donc, ils ont des budgets internes, mais qui sont en partie financés finalement par les fournisseurs. Oui. En fait, il faut vous dire que côté distribution, tout ce qu'ils peuvent pousser au niveau du financement côté marque, ils le poussent. Ouais. Voilà. En fait, ils ne payent jamais rien. C'est la règle. Oui. Voilà. Le moins ils payent, le mieux ils se portent. Oui. Voilà. Donc, tout ce qu'ils peuvent, en fait, on va dire, ils vont essayer pour tout. Et alors, en plus, dans la grande distrie, Olivier, on sait quelque chose, ça est vraiment poussé à l'extrême. En fait, ils créent des thématiques pour animer une année entière. Et en fait, c'est l'occasion de négocier systématiquement catégorie par catégorie
l'animation de la catégorie, mais sur le dos de l'industriel. Fournisseur. Ouais. Mais il faut faire attention, il y a 2 budgets chez le fournisseur. Souvent, il y a un budget trade qui est géré par le commercial et il y a un budget marketing qui est géré par le marketing. Le budget trade, c'est souvent ce qui nourrit le distributeur pour faire ses opérations. Le budget marketing de l'industriel, c'est la part qui lui reste pour faire la com de son produit indépendamment du distributeur. Alors, indépendamment jusqu'à un certain point. Donc, nous, avec PEPS, on est un peu là-dessus, puisque justement, on travaille principalement l'enveloppe marketing pour justement casser les silos des budgets trade. Mais globalement, ces 2 budgets ne sont pas gérés de la même façon à l'intérieur du distributeur, du fournisseur. Du fournisseur industriel. Ouais. Donc, en fait, systématiquement, quand il y a ces opérations trade, elles sont d'abord émises sur le budget trade, qui est dans le budget de la négo commerciale, du référencement, etc., etc. Donc, ça qui est le silo du distributeur vers lui-même, c'est-à-dire ce qui nourrit la carte de feed, ce qui nourrit les têtes de gondole, etc., etc. Et le budget marketing, c'est l'animatrice qui vient en bout de tête de gondole avec ses bons de réduction pour faire connaître un produit. Souvent, ça vient en animation du rayon, mais ce n'est pas un budget qui rentre dans la négo trade, c'est un plus dans le mix de promotion du distributeur et de l'industriel à la fois. Et dans quelle mesure, dans ce cas, le distributeur a un droit, entre guillemets, de regard et surtout de limitation de la dépense des budgets marketing de l'industriel? Je m'entends parce qu'aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, l'industriel est tout à fait en droit de faire de la promotion de ses propres produits, en fait. Dans quelle mesure le distributeur pourrait dire, bah non, moi, je vais à tout prix maîtriser, en gros, la communication sur ces produits-là. Et donc, il limite, je ne pense pas qu'il puisse totalement, mais il limite la communication. Et c'est quoi le rapport de force, en fait, entre le distributeur et l'industriel à ce niveau-là? En fait, ça va dépendre de la typologie de distribution que vous avez avec le distributeur. Oui. Soit vous êtes en distribution intensive, donc, ou une distribution classique. Donc, vous êtes présent chez différents distributeurs. Là, on ne peut pas vous forcer sur votre façon de communiquer. On ne peut pas vous interdire de communiquer sur les réseaux sociaux, sur la presse, etc. Par contre, quand vous êtes en exclusivité avec un distributeur ou quand dans le cas de co-branding, c'est là où en fait tout va être fait en partenariat avec le distributeur. Donc, par exemple, nous, chez Sephora, on avait beaucoup de marques en exclusivité, donc c'était un peu comme du co-branding, on va dire. En fait, on contrôlait tout ce que la marque faisait. Ça va loin. Sur les zones géographiques sur lesquelles on était en exclusivité. C'est-à-dire, par exemple, on faisait du co-advertising, donc on faisait de la publicité sur lesquelles étaient nommés et Sephora et la marque. Mais la marque n'avait pas le droit de faire de la publicité seule. Si elle faisait de la radio, il fallait dire à la fin du spot radio, vendu en exclusivité chez Sephora. Quand il y avait des animations, oui, donc ça c'était en termes de communication, même en termes de RP. En fait, la marque n'avait pas le droit de faire des RP sans Sephora. Tout était en fait co. Oui, mais poussé à l'extrême. Pas cofinancé, parce que c'était la marque qui finançait, mais tout devait être validé et travaillé en collaboration avec le distributeur. Donc, c'est vrai, quand c'est co-branding, c'est quand même un particulier, mais en régional, quand vous êtes en co-branding, c'est plus compliqué parce que le distributeur a vraiment un droit de regard qui est extrêmement important. D'un autre côté, lui, il va beaucoup plus vous valoriser en magasin et sur tous les touchpoints, sur tous les moyens de communication, sur tous les leviers d'activation. Parce qu'en fait, s'il a accepté d'être co-brandé, c'est qu'il y trouve vraiment un intérêt. Donc, il va avoir un intérêt à pousser votre marque. Il va vraiment jouer le jeu à 200%. Donc, vous serez beaucoup mieux valorisé que d'autres marques. Et pour rebondir sur la question, quand tu dis quelle marge de manœuvre il a, quand on est en distribution globale, générale, la seule solution, c'est le non-référencement. Ah oui, c'est un peu extrême. Oui, mais en fait, l'industriel a quand même son droit de regard sur sa communication produit, sauf effectivement le cas décrit par Karine.
Mais en principe, sur sa partie marketing, s'il n'est pas dans une exclusivité, c'est lui qui a le contrôle de son marketing produit. Et si le distributeur ne veut pas le faire, bah, il ne le fait pas. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que soit tu es co-brandé, effectivement, c'est un good deal où tout le monde parle ensemble et ça reste dans le giron contrôlé des deux. Et quand on est en mass market complet, bah là, c'est les stratégies de distribution numérique, de chiffre d'affaires de l'industriel qui vont primer sur le budget marketing de l'enseigne. Après, sur le budget trade, c'est la contrepartie. C'est tu me laisses communiquer, je te donne du trade. Tu me laisses pas communiquer, je te donne moins de trade. Enfin, c'est la négo. Après, on arrive sur la scène. Ça fait l'introduction. Après, vous pourrez être amené aussi, par exemple, à, même si vous n'êtes pas co-brandé ou vous n'êtes pas en exclusivité, dans les négos, et on va le voir, vous pouvez avoir des budgets marketing qui sont négociés justement avec l'enseigne tous les ans. Combien est-ce que tu vas mettre chez moi pour pouvoir pousser ta marque, pour pouvoir la mettre en avant. Voilà. Okay. Est-ce que vous voulez qu'on fasse 5 minutes de break ou est-ce qu'on enchaîne? 5 vous me minutes. dites. 5 minutes, je veux bien, moi. 5 minutes? Eh bien, on se fait 5 minutes de break et puis on se retrouve. Allez, à tout de suite.
Alors, je vous propose de reprendre, si ça va tout le monde. Parfait. Ouais, ok. Donc, on va continuer par la négociation. Alors, souvent, la négociation, ça va se faire en parallèle du plan de lancement. C'est souvent géré donc par des acheteurs par rapport aux catman, aux catégories managers avec lesquels vous discuterez sur le plan d'activation, votre plan de lancement de marque. Voilà. Donc, soit ça peut être fait en parallèle, d'ailleurs, soit plutôt vers la fin. Mais en règle générale, ce sont des personnes différentes qui vont gérer les deux sujets, bien souvent. Alors, donc, les négociations et toute discussion va se formaliser par un contrat de distribution. Donc, un contrat de distribution, c'est la formalisation de l'accord passé entre un fournisseur et un intermédiaire chargé de vendre les produits et ou les services du fournisseur. Donc, ça nous permet vraiment de poser le cadre légal de cette relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs. Donc, il doit respecter certaines contraintes légales, hein, mais le contrat de distribution reste assez libre. Il n'y a pas de modèle unique de contrat de distribution. Il peut être exclusif ou non, il peut être limité géographiquement, uniquement la France, plusieurs pays. Il peut être limité dans le temps ou pas. Il peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, en fait, tout dépend de l'accord passé entre les deux contractants. Alors, il faut quand même savoir, voilà, il y a un minimum de cadre légal. La réglementation prévoit quelques conditions et obligations, notamment concernant le respect du droit de la concurrence, l'obligation pour les deux parties d'être sous statut commerçant. Bon, il y a pas mal de, voilà, il y a quelques points saillants par rapport au cadre légal. Moi, je vous suggère, je crois que c'est Alexia qui me disait qu'elle était accompagnée d'un avocat pour son contrat, me semble-t-il, en intro. C'est important en effet, d'être épaulé par un avocat pour pouvoir écrire son contrat de distribution parce que le cadre légal évolue en permanence. Alors, je vous ai mis là les derniers changements majeurs qu'il y a pu avoir, notamment en termes de grande distribution. C'est la loi Hamon, la loi Macron, et puis également la loi Egalim et plus récemment ASAP, qui est dans la continuité de la loi Egalim. Et je vous ai mis quelques points majeurs, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr, par rapport au cadre légal, mais qui vont rythmer quand même la mise en place de la signature de ces contrats. À savoir que le fournisseur, vous devez communiquer au distributeur les conditions générales de vente avant le 1er décembre de chaque année. Ça, c'est obligatoire. Sinon, vous êtes passible d'amende. Que votre ensemble contractuel, notamment le barème de prix, doit être conclu avant le 1er mars de chaque année. Ça, c'est vrai pour le marché français. Donc, si vous signez votre contrat après le 1er mars, vous pouvez avoir une amende assez salée de la part du gouvernement. Et d'un autre côté, voilà, le distributeur, lui, va s'engager à répondre à toute demande écrite du fournisseur sur l'exécution du contrat dans un délai de 2 mois. Ça, c'est contractuel, c'est obligatoire. Et donc, dans la loi Egalim, qui a été prolongée avec la loi ASAP de 2020, il y a toute une mention par rapport au prix de revente des denrées alimentaires qui doit être au moins supérieur à 10% du prix d'achat effectif du produit. Donc ça, c'était surtout pour protéger les producteurs agricoles français pour pas que les prix soient complètement cassés. Donc, il y a pas mal d'autres choses. Je vous ai mis vraiment les choses principales parce que c'est vrai que ça, quand on travaille sur des contrats de distribution et des accords, eh bien, il faut avoir ces timings en tête parce que si on est hors timing, eh bien, on est susceptible de payer une amende qui peut être assez importante. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, donc il n'y a pas de contrat qui est unique, il y a quand même un cadre légal, certaines obligations à suivre. Ceci dit, il y a quand même des infos qui sont indispensables à la clarté du contrat. Les parties, évidemment, bien spécifier le fournisseur et le distributeur avec le nom d'entreprise, la forme sociale, votre représentant légal.
l'objet et la durée du contrat. Donc, dans l'objet, c'est la mission principale du distributeur. Est-ce qu'il distribue uniquement des produits ou est-ce qu'aussi il va y avoir, par exemple, un transfert de savoir-faire mentionné? La durée du contrat, est-ce qu'on parle d'1 an, 2 ans? Est-ce que c'est un contrat qui est renouvelable tacitement tous les 10 ans? Donc ça, ce sera quand même pour moi, ça reste indispensable, même si ce n'est pas obligatoire légalement parlant, mais ça semble indispensable pour cette clarté du contrat. Concernant la rétribution financière, bien spécifier les délais de paiement, s'il y a des pénalités ou pas lorsqu'il y a un retard au niveau des délais de paiement, s'il y a une rémunération quelconque, si oui, eh bien la mentionner. En cas de litige, bien spécifier également le droit qui est applicable et le tribunal compétent et spécifier s'il y a une clause de résiliation du contrat. Ça, je vous invite à notifier notamment, voilà, si pour une raison X ou Y, vous dites, bah, je ne sais pas pour combien de temps je veux travailler avec tel distributeur, vous n'êtes pas certain voilà, de votre stratégie de distribution. C'est important de vous ménager une porte de sortie. Donc, bien mentionner quelle serait cette clause de sortie, les clauses de résiliation du contrat. Il y a d'autres clauses qui sont assez courantes. C'est par exemple l'exclusivité territoriale. Donc, est-ce que sur tel et tel pays, vous vendez votre produit en exclusivité chez tel retailer? Si oui, à ce moment-là, il faut vraiment le spécifier dans le contrat. Je vous invite également à spécifier tout ce qui est clause de non-concurrence. Comme ça, elle interdit votre partenaire de travailler pour vos concurrents et également d'exercer une activité, ça les empêche d'exercer une activité concurrente à la vôtre. Donc, notamment pour donc de bien spécifier. Hein, alors là, il y a un petit problème. Bon. Je ne sais pas chez qui c'est. Donc voilà, donc bien spécifier cette clause de non-concurrence et cette clause de confidentialité qui me semble extrêmement importante. Parfois, vous pouvez avoir une clause de rendement, c'est-à-dire un quota, alors je mis un exemple, hein, mais ça peut être un quota minimum à acheter ou à vendre. Par exemple, pour Thomas qui travaille dans le vin, eh bien, ça peut être intéressant, quand vous travaillez avec un distributeur, de les obliger à commander une quantité minimum de bouteilles de vin. Parce que si vous faites la cuvée spécifiquement, par exemple, pour Casino ou pour Biocop, si vous avez une cuvée et que vous avez produit, admettons, 10 000 bouteilles et que ne s'engage sur rien et qu'ils vous passent une première commande, parce que ça se passe souvent comme ça, ils vont vous passer une première commande, par exemple, de 1000 pièces, ça ne fonctionne pas, ben, ils ne vous commanderont pas les 9000 pièces restantes. Le stock va vous rester sur les bras. Donc, ça peut être intéressant pour certains fournisseurs de bien spécifier le quota minimum à vendre et donc à acheter de la part du distributeur. Et puis, d'autres infos importantes, eh bien, c'est la zone géographique, hein, sur quel pays vous souhaitez référencer votre produit, quel canal de distribution. Donc ça, bien le mentionner également dans votre contrat, parce que certains distributeurs ont des points de vente et ont un site e-commerce. Peut-être que vous ne souhaiterez être présent que sur le site e-commerce. Ou alors, au contraire, ça peut être le distributeur qui, lui, va souhaiter tester votre produit. Comme on va dire, les distributeurs parfois sont un peu frileux, ben, ils vont vouloir tester votre produit uniquement sur un point de vente et leur site e-commerce. Ils ne prennent pas trop de risques. Voilà, ça va faire partie de la discussion et c'est important de le notifier sur le contrat. Pareil, vous pouvez avoir des partenariats logistiques. Est-ce que vous vous engagez à reprendre le stock des invendus ou pas?
Ça va faire partie de la négociation parce que le distributeur ne va pas vouloir avoir du stock dormant dans son entrepôt, c'est de l'argent qui dort, ça coûte très cher. Donc, ils ont tout intérêt à essayer de vous faire reprendre le stock des invendus suite à une opération ou à la fin de l'année. Donc, ça peut faire également partie des informations spécifiques sur le contrat. Et puis également les échanges de données. Alors ça, c'est plus pour notamment Alexia ou même pour Olivier également, pour Thomas. C'est vrai que vous pouvez négocier dans le contrat de distribution d'avoir des informations sur les sorties de caisse, sur les profils clients. Par rapport à Alexia, il faudra bien spécifier, comme vous êtes sur une appli, voir comment vous vous intégrez par rapport à leur base de clients et que eux ne vous volent pas toutes vos informations. Donc, voir comment vous pouvez travailler ça en partenariat, comment vous pouvez aussi profiter de leur base de données, de leur profil client, et que eux également profitent de la vôtre. Que ça soit un échange de bons procédés. Mais vraiment bien spécifier ce point-là dans le contrat parce que pour vous, ça va être une notion qui est extrêmement importante vu que vous, c'est de la valeur de l'échange de données qui est extrêmement importante par rapport à votre appli. Donc, voilà, ce sont des informations qui sont importantes de spécifier sur un contrat de distribution. Après, quand on est côté marque, donc là, vous n'êtes pas côté distributeur, il y a d'autres contrats niveau distributeur qui peuvent exister, un contrat de franchisé, d'affilié, etc., etc. Mais là, j'ai juste spécifié niveau marque. Donc, on en a parlé. Vous pouvez avoir le contrat de distribution sélective, donc un nombre limité de points de vente, ou un contrat de distribution exclusive si vous travaillez uniquement avec un distributeur sur une zone géographique donnée. Comme par exemple du co-branding. Là, c'est du co-advertising que vous voyez. Voilà, donc ça, bien l'avoir aussi en tête et le spécifier dès le départ sur votre contrat de distribution. Une fois que vous avez fait votre contrat de distribution, donc vous avez fait votre cadre, vous avez écrit le cadre de vos discussions et de votre accord avec votre distributeur, et bien tous les ans, vous allez, une fois que vous avez ce cadre, renégocier des accords. Alors la négociation, comme le disait, on en parlait tout à l'heure, Olivier, ça va bien au-delà de la négociation tarifaire. Pourquoi? Parce que d'un point de vue du distributeur, lui, il va vouloir maximiser ses ventes et optimiser ses profits. Et vous, de votre côté, vous allez vouloir maximiser vos ventes et que votre marque soit valorisée un maximum auprès des clients finaux. Ce qui fait que, au-delà de la négociation tarifaire, vous allez négocier plein de choses supplémentaires. Quel est votre espace en magasin? Comment vous allez être présenté en magasin? Est-ce que vous aurez un meuble dédié? Est-ce que vous serez sur les étagères comme tout le monde? Est-ce que vous aurez 30 cm, 60 cm d'étagère? Est-ce que vous aurez le droit de faire des animations commerciales ou pas? Est-ce que vous ferez du co-advertising? Est-ce que vous allez développer des affichettes? Est-ce que vous aurez une force de vente ou pas? Est-ce qu'il y a des manutentionnaires qui viendront aider en magasin pour la mise en place de vos produits? Tout ça, en fait, va faire partie de la négociation. Donc, il y a 15 000 exemples, même les échanges de données, les partenariats logistiques. Tout est un moyen pour l'enseigne de récolter des fonds. Donc, on va tout vous facturer en tant que marque. Donc ça va faire partie de l'accord et ce sera renégocié tous les ans au même titre que vos tarifs. Parce qu'en général, vos tarifs, vous les augmentez d'une année sur l'autre. Bon, ça peut arriver que vous bloquiez les tarifs pour 2 ans, mais bien souvent, c'est négocié tous les ans. Donc, vous allez devoir renégocier votre budget marketing en fonction des lancements des nouveaux lancements que vous pourrez avoir. Ou alors, si on parle d'une appli, des nouvelles fonctionnalités de votre appli. Voilà, tout ça peut faire partie des négociations annuelles. Alors, je ne sais pas si par rapport déjà au négo, vous avez des questions avant qu'on passe à la mise en place opérationnelle. Moi, juste bon peut-être moi, quand j'étais compte clé, donc je négociais avec Leclerc, moi. Ouais. D'une manière générale, dans la grande distri, moi, ce que je retiens, c'est que la négo, c'est le point quand même central de tout, et que c'est quand même un marché où on parle de prix. Il y a un contexte des distributeurs depuis 15 ans qui est un contexte de guerre des prix. Donc, à la fin,
il est quand même là le sujet. Enfin, c'est quand même sur la période de la négociation que beaucoup de choses se passent et c'est le point quand même ultra central, quoi. À la fin, on va quand même beaucoup parler de prix. Enfin, nous, on parlait beaucoup de prix et, euh, Oui, oui, et, oui. enfin, pour moi, c'est le cœur un peu de ce marché-là qui est particulier, mais qui se centre quand même sur cette fenêtre de discussion qui sont les négos, quoi. Bah, tout à fait, tu as tout à fait raison, Thomas. C'est vrai que, par exemple, pour certaines marques, un distributeur peut refuser d'intégrer certaines marques parce que la marge va être insuffisante. Mm. Ça, tout à fait. Ça, le gros, ça va être les discussions de négo avec le distributeur. C'est vrai que c'est la guerre des prix, tu as raison, au niveau de la grande distrie. Après, c'est vrai que côté distribution sélective ou distribution spécialisée, euh, évidemment, parce qu'on est là, enfin, les distributeurs sont là pour faire l'argent et vous aussi, ils regardent leur bas de ligne. Donc, évidemment, la négo va être dure et ils vont essayer de vous soutirer un maximum d'argent. Après, il n'y a pas que ça qui va être regardé. Vous pouvez avoir le service, est-ce que vous apportez de l'innovation? Et nous, par exemple, en distribution sélective, on avait certaines marques qui nous apportaient beaucoup moins de marge que d'autres gros groupes. Mais d'un autre côté, les gros groupes nous aidaient au niveau de la marge et au niveau des prix cassés, au niveau des discounts. Par contre, ça ne nous aidait pas du tout en termes de service, d'expérience en magasin, d'innovation. Donc, on allait chercher d'autres marques sur lesquelles on était plus souple niveau marge que d'autres groupes. Mm. Et Voilà, juste donc peut-être un point que j'ai en tête qui était pour moi vraiment et qui est toujours un point hyper clé, on en a parlé, mais c'est la maîtrise du prix du distributeur. Parce que effectivement, on n'a pas le droit d'imposer à son distributeur un prix, ça c'est un peu la règle d'or, la ligne rouge. Néanmoins, parce qu'il y a ce contexte de guerre des prix, les distributeurs, ils essayent toujours d'afficher un prix, enfin pas toujours, mais souvent le prix le plus compétitif par rapport à leurs oui, concurrents. Et en fait, la maîtrise du prix de ce qu'on propose à notre distributeur, elle est hyper clé en fait, parce que comme on est surtout si on est dans une stratégie un peu cross-canal et qu'on veut pas faire que de la grande distribution, mais par exemple qu'on a quelque chose qu'on veut vendre en ligne aussi, nous qu'on veut vendre en direct, qu'on peut vendre sur d'autres canaux, la question de comment je fais pour maîtriser quand même le prix de mon distributeur qui n'a pas les mêmes marges que moi je vends du vin à des oui, oui, cavistes. tout à fait. Le caviste, il fait x2 sur ma bouteille quand je lui vends une bouteille. Le distributeur, lui, il va faire 30% de marge. Donc à la fin, il y a un sujet pour moi, c'est ma même bouteille de vin. Pourquoi est-ce que quand elle va être vendue chez Biocoop, elle va coûter 8,50 € et quand elle est chez le caviste, elle coûte 13 €? Donc c'est un vrai sujet Ouais. quand même de réussir à maîtriser les prix de nos distributeurs. Tout à fait. Alors après, c'est assez compliqué, hein, dans la mesure où on n'a pas le droit de s'entendre sur des prix publics, Non, c'est c'est très assez compliqué. compliqué. C'est-à-dire que de toute façon, pour chacun d'entre vous, enfin pour ceux qui n'ont pas encore travaillé avec la grande distrie ou la distrie dans sa globalité, ne jamais envoyer un email avec des prix. Ah non. Si vous n'êtes pas d'accord sur des prix publics parce qu'ils vous cassent vos prix, le faire par téléphone. Mm. Voilà. Mais jamais un écrit parce que vous êtes passible d'une amende extrêmement importante. Après, si vous êtes par exemple sur des produits haut de gamme et qu'un distributeur vous casse les prix, ça, vous allez pouvoir négocier certaines choses parce qu'en fait, ça met à mal votre image de marque. Voilà, donc on peut trouver des petits moyens, mais normalement, on n'a pas le droit de s'entendre sur un prix public. Mais c'est vrai que tu as raison, Thomas, on n'a pas envie de trouver son produit à 8 € quelque part et à 13 € ailleurs. Parce que d'un point de vue conso, le client qui est omnicanal, pour lui, il ne comprend pas pourquoi il y a pourquoi il y a 5 € de différence sur un produit. Et il va en vouloir à la marque, il ne va pas en vouloir au distributeur. Oui, donc en théorie, on n'a pas le droit de s'entendre sur le prix public. Donc chaque distributeur peut potentiellement afficher un prix public. Les distributeurs affichent des prix publics différents.
Ils font ce qu'ils Souvent, veulent. Il y en a. souvent, le distributeur, il te demande un prix marketing conseillé, c'est Voilà. un PMC. Et du coup, toi, tu lui indiques, bah, nous, on connaît bien notre conso, on le travaille depuis longtemps, machin, et on sait que Oui, notre d'accord. consommateur, pour notre produit, il est prêt à payer ce prix-là. Lui, charge à lui de s'aligner ou pas de s'aligner. Généralement, il s'aligne quand il démarre avec toi, et puis au fur et à Oui, mesure, il va après, péter le prix, il va le descendre, et puis en fait, il faut repasser, il y a tous des mécanismes pour remonter le prix. Mais enfin, en tout cas, la gestion du prix, c'est un sujet hyper central pour les fournisseurs, et les forces de vente, oui. elles sont le premier truc que tu demandes à ta force de vente, c'est quoi les prix de mon produit sur l'étagère du Carrefour ou Ouais, voilà, c'est quand ouais, même hyper central tout de à pouvoir fait. piloter ça. Ouais. Et Surtout que là, aujourd'hui, comme le client est omnicanal, en fait, il va aller Oui, c'est checker ça. les prix sur Internet avant. Donc, Mm. c'est vrai que c'est un sujet central. Parce que toute la crispation de la grande distribution, elle se concentre en fait en réalité sur cette guerre des prix, parce que le distributeur, il dit moi je pète mes prix pour aller être plus concurrent, je suis Carrefour à côté du Leclerc, et puis à un moment donné, il regarde la picture à la fin de l'année, il dit mais moi je gagne pas d'argent, et toi ta réponse c'est de dire oui mais tu gagnes pas d'argent parce que tu as baissé les prix tout le temps, T'as donc tu pété fais les plus de prix. marge. Ouais. Et en fait, toute la crispation de la négociation, elle est que fondée sur ce problème là depuis 15 ans, de dire mais moi je gagne plus d'argent sur tes produits. Et oui, mais toi, tu as voulu baisser les prix que moi je t'avais conseillé. Ouais. Et c'est ce niveau-là de crispation qui engendre vachement de tension, quoi. en fait, Oui, c'est sûr. les KPI d'un chef de rayon, c'est l'indice des prix du Nielsen. Donc, chaque semaine, il doit être moins cher qu'au global sur sa zone de chalandise par rapport à son concurrent. Donc, c'est pas Mm. compliqué. Et je me souviens à l'époque, 15 ans, t'es gentil, ça fait presque 35 ans que c'est comme ça. Excuse-moi. Ouais. En fait, On va tout savoir. non, mais c'est marrant. Bah oui, je vais vous raconter une petite anecdote. Ouais. Dans nos KPI chez Auchan, j'étais chef de rayon chez Auchan quand j'ai commencé. Euh, C'était baisse tes prix, garde ta marge. Ça dit tout. Ouais, Ouais, ça c'est clair. dit tout. Ouais. C'est grave. Et dans nos KPI, c'était vraiment, on devait être en indice de prix premier sur la zone toute l'année et on avait des objectifs de rentabilité. Donc en fait, c'était une part de la marge était faite avec les remises arrière négociées en centrale et tout le reste, c'était dans la négo one-to-one sur le point de vente. Ouais. C'est pour ça que la place sur les linéaires, des fois, on a bien les stratégies de couverture de marché. Enfin, quand un fournisseur vous donne 3 000 euros pour avoir son produit, ne serait-ce qu'un mois référencé dans l'enseigne, bah, ça complète la marge pour baisser les prix. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais par tout contre, à fait. tu parlais de chef de rayon, mais quand les produits sont négociés en centrale, là, c'est la centrale qui impose normalement le prix de Oui. vente ou c'est réajusté par Non. magasin après? C'est réajuster point de vente par point de vente. Ce que D'accord. disait, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Thomas, peut-être? Alexia. Oui, c'est Thomas. Ce que disait Thomas est vrai, c'est qu'il y a un prix de vente moyen conseillé. Après, c'est une fois qu'il est posé sur une étagère, c'est le prix de du plus bas de la zone de chalandise. Voilà, c'est D'accord. ça. C'est-à-dire que normalement, le prix part de la centrale, est basculé dans tous les magasins. Après, si le directeur de magasin voit que dans sa zone de chalandise, spécifiquement à cet endroit-là, bah, le concurrent a cassé ses prix de 10 euros, eh bien, le directeur de magasin va avoir le droit, normalement sous validation du central, du siège, de baisser ses prix. Voilà, et Thomas a raison. Après, le rôle du représentant sur la zone, c'est de passer son temps à essayer de remettre tout le monde à un niveau moyen pour arriver à s'en sortir. Mais comme il y a toujours un Leclerc ou un Inter sur une zone et qu'eux sont des francs-tireurs permanents de l'allumage sur les prix, bah, voilà, ça tourne en rond et ça tourne en bourrique tout le temps, quoi. Donc, on était obligé de faire un relevé de prix par semaine dans chaque magasin pour pouvoir se comparer au Nielsen. Et derrière, bah, on réajustait toutes les semaines les prix. Ouais, c'est ça. Le premier sur la zone. Mais je trouve que c'est ça le cœur de la grande distrie. C'est pour ça que c'est un canal qui est hyper intéressant à bosser. C'est que la question de fond, qui est en réalité comment j'amène de la valeur à mon client, à mon distributeur, quoi, et tu l'as très bien dit, Karine, c'est qu'il y a 1 milliard de contreparties qu'il faut être capable de pouvoir avancer en disant, bah moi, je viens mettre mes rayons dans ton magasin un matin. Enfin, tu vois, on est des startups, donc on démarre tous avec
avec des problématiques qui sont extrêmement pragmatiques et terre à terre. Mais le fait de pouvoir dire à un distributeur, en fait, c'est moi qui vais venir dépioter mes paquets et venir mettre mes bouteilles de vin dans ton truc, c'est de l'investissement que tu fais pas parce que Oui. c'est quelque part, c'est un gars que tu vas pas payer pour le faire. Et en fait, tout se négocie. Tout se Moi, négocie. je te deal une journée ou une après-midi entière, je vais venir avec une boutange, machin, et puis je vais faire déguster à tous tes clients ça. Et en fait, la valeur que tu arrives à donner à ton distributeur, vu qu'on n'arrive pas à la mettre dans les prix parce que les prix ils sont pétés, il faut tout le Oui. temps trouver, c'est ce qui est vachement intéressant en grande distri, il faut tout le temps trouver des moyens de déplacer la discussion en Mmh. disant mais la valeur que tu as pris Voilà. dans le prix et que tu n'as plus dans la marge, moi je te la donne ailleurs et je te la donne à côté. Voilà, avec de l'expérience client. En fait, ce qui est très, très important aujourd'hui, c'est tout ce qui est expérience client. Comme Ouais. vous pouvez avoir le même produit au même prix ou pas sur le e-commerce et en point de Je vente, suis d'accord. eh ben, sur le point de vente, on va vous demander une expérience retail extraordinaire. Comme d'ailleurs sur le e-commerce, hein, vous pourriez proposer des choses assez atypiques, une expérience client qui soit spécifique. En fait, c'est comme ça aussi que vous allez faire la différence d'une enseigne à l'autre. C'est sur la livraison aussi, dans le e-commerce, tu as l'expérience de livraison. Ah oui, bah ça oui. Mais ça, c'est la base, j'ai envie de dire. Si tu n'es pas bon en livraison, Karine, je suis désolé et je vais devoir finir ce call en replay pour ma part parce que j'ai un il n'y a pas de souci. entretien à 11h qu'il faut que je bosse un petit peu avant. Merci beaucoup à tous. Bah, pas de Merci souci. Karine. Merci beaucoup Thomas. Merci. À Au bientôt. revoir. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Alors, donc, on va terminer sur les challenges liés à la mise en place et puis un petit peu de perspective sur le monde du retail. Donc, une fois que vous avez discuté du plan d'activation de votre marque, vous êtes à peu près mis d'accord sur la négociation, les termes de votre contrat de distribution et d'accord, il peut apparaître que malgré tout, vous avez des challenges pour mettre en place et pour lancer votre marque. Alors, vous pouvez avoir des challenges encore au niveau logistique. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir emballé vos produits d'une certaine façon, mais certaines enseignes peuvent vous demander de réemballer certains produits parce qu'ils vont considérer, par exemple, que sur un échantillon, vous avez besoin d'envoyer 6 échantillons par magasin, alors que les gifts, vous n'en enverrez que 3. Donc, on va demander aux fournisseurs de retravailler, de reloter, de réemballer certaines références pour que ça soit cohérent par rapport à la stratégie et aux priorités de l'enseigne. Pareil, le lieu de livraison, en règle générale, vous pouvez être amené à livrer vos produits à la centrale d'achat. Pour certains, pour une raison X ou Y, le distributeur peut vous demander pour telle ou telle autre référence de livrer à la porte. C'est des choses que potentiellement vous ne savez pas faire ou que vous ne faisiez pas jusqu'à présent et qu'il va falloir mettre en place assez rapidement puisque vous lancez votre marque. Nous, par exemple, quand on lançait un nouveau produit parfum, les parfums passaient par la centrale d'achat. Par contre, tout ce qui était gift et échantillon, c'était la marque qui devait livrer à la porte. Donc, c'est vrai que c'est un casse-tête sans nom. Voilà. Donc ça, il faut les avoir en tête. Ça peut arriver. Même en termes de produits, eh bien, ça peut être pour certains produits, vous allez avoir besoin d'un testeur. Est-ce que vous avez prévu un testeur? Parfois, vous n'avez pas prévu de testeur. Il va falloir enlever le pack secondaire, leur coller une étiquette spécifiant que ça n'est pas bon pour la vente, enfin que ça n'est pas pour la vente. Donc voilà, ça parfois, ça peut arriver au dernier moment. Zut, vous avez oublié de travailler les testeurs. Ou alors, ça peut être un produit qui est difficile à marchandiser. Par exemple, les boules Ferrero, ils ne peuvent pas les faire tenir sur les linéaires Carrefour et Casino. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ferrero a développé des petits meubles spécifiques en forme de sapin pour pouvoir marchandiser les boules de Noël Ferrero. Donc voilà, ou alors ça peut être, zut, c'est format boule, le distributeur ne veut pas donner une PLV spécifique pour eh bien, vous allez devoir retravailler sur votre pack secondaire parce que finalement, le distributeur n'arrive pas à marchandiser votre produit. Ça peut être aussi par rapport à la typologie de magasin. Par exemple, vous êtes accordé sur un assortiment spécifique. Vous êtes, admettons, accordé sur 30 références. Mais on voit bien que par rapport à la taille des magasins, le nombre d'étagères va être différent. Donc, l'espace disponible pour la catégorie va être différente. Et donc, en fonction de la taille, par exemple, pour l'eau, peut-être que dans un monoprix assez large, vous pourrez avoir vos 30 références sur l'eau. Par contre, dans un
millimonotes, vous ne pourrez pas en avoir 30, vous allez pouvoir en avoir que 20 ou que 15. Et ça, il va falloir le renégocier avec la marque. Et ça, on s'en rend compte au moment où on pousse les produits dans les magasins. Pareil, les tailles des étagères peuvent varier d'un magasin à l'autre. Parfois, c'est 30 cm, parfois, c'est 60 cm, des fois, c'est 50, en fonction de l'ancienneté du magasin. Donc, pareil, il va falloir retravailler l'assortiment. Quel produit vous allez mettre en avant? Avant, vous aviez prévu 3 facing pour tel produit. Dans tel magasin, l'étagère est plus petite, c'est qu'un seul facing. Voilà, donc tout l'assortiment, du fait de la typologie des magasins, peut être amené à évoluer. Et ça, bien souvent, on s'en rend compte lors de la mise en place opérationnelle. Aussi, par rapport au profil de vos consommateurs, de vos shoppers. Ce n'est pas le profil des consommateurs, c'est le profil des shoppers. Votre assortiment peut varier en fonction de la typologie de magasin. Par exemple, un magasin, si on prend les parfums et cosmétiques, vous vous rendez bien compte que le Sephora des Champs-Élysées, qui est un magasin qui est extrêmement touristique, on va avoir des références produits qui vont plaire aux Moyen-Orientaux, aux Brésiliens. On ne va pas avoir le même assortiment que le Sephora de la Défense, où là, on est plus sur des business men et women et des jeunes qui viennent dans les centres commerciaux, où là, on va pousser une gamme plutôt classique, plus du service. Parce que les jeunes veulent avoir de l'expérience en magasin. Au contraire, sur le Sephora de Mâcon, on est sur une clientèle qui est plus classique, donc on va avoir la gamme classique, la gamme des 80 dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc on voit qu'en fonction du profil des shoppers, vous n'aurez pas non plus le même type d'assortiment. Et ça, bien souvent, ça arrive qu'on se rende compte qu'au moment de la mise en place opérationnelle. Donc voilà. Donc ensuite, pour terminer, quelques points par rapport à l'évolution du retail aujourd'hui. C'est vrai que le comportement et les attentes des clients ont beaucoup évolué ces dernières années. Les clients sont de plus en plus exigeants et sont peu fidèles à une enseigne. Ils veulent tout de suite. On a une prise de conscience par rapport au développement durable, par rapport à l'environnement, ce qui fait que les clients vont demander de la traçabilité des produits, une véritable transparence, également de l'authenticité par rapport aux marques. En fait, les clients en ont marre d'avoir des bourrées de marketing, ils veulent de l'authenticité, ils veulent de la transparence par rapport aux produits. Et puis, on a la croissance de la jeune génération, la Gen Y et Z, avec ces digital natives, avec une importance de plus en plus, une importance du digital de plus en plus marquée. Il faut savoir qu'en 2025, la génération Y représentera 75% de la population active. Donc, c'est quand même assez important. On parle des digital natives. Donc, c'est vrai que l'omnicanalité et tous les moyens numériques sont vraiment clés aujourd'hui. De plus, il y a eu des ruptures technologiques avec le boom du e-commerce, l'intelligence artificielle, les mobiles. Faut savoir, par exemple, qu'en 2020, il y a eu un nouveau site marchand tous les demi-heures. C'est quand même pas mal sur la France. Donc voilà, donc on est vraiment dans ce boom du e-commerce et puis du m-commerce également. Au niveau de l'expérience client, du fait de ces nouvelles attentes, de ces nouveaux comportements clients, on a une expérience qui est de plus en plus digitalisée en point de vente, donc qui peut passer par de la réalité augmentée, mais également par de la réalité virtuelle, comme Riverto. Voilà. Les clients recherchent ce type d'animation, d'expérience client. Il y a de plus en plus d'expériences qu'on appelle phygital, c'est-à-dire avoir et de l'expérience en point de vente physique, mais aussi avoir une expérience digitale au sein de ce point de vente. Et on a l'omnicanalité qui se développe de plus en plus. Donc, un client, lui, va passer d'un canal à l'autre. Vous allez en point de vente, les produits ne sont pas forcément dispo en stock, et on veut avoir un écran, la possibilité de commander directement sur le site e-commerce et vice-versa. Donc, vraiment, on a ce transfert et cette communion, cette flexibilité, cette fluidité par rapport à l'acte d'achat.
hein. On va aller aussi bien sur le web, le digital, qu'en magasin, et on va vouloir que ça soit de plus en plus mixé. On a, pour toujours avancer sur cette expérience client, pour l'améliorer, des paiements qui sont facilités, donc avec la carte sans contact, mais c'est aujourd'hui on peut payer avec les mobiles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Amazon aussi qui a développé, enfin qui teste le Amazon One. On peut payer avec sa paume de main dans certains magasins d'Amazon, parce que maintenant Amazon a ouvert quelques magasins. Il y a des contacts, il y a la puce RFID qui nous permet aujourd'hui de faciliter ces actes de paiement, donc que ce soit chez Decathlon ou chez Nespresso. Donc, tout est là en fait pour faciliter l'expérience client, pour faciliter l'acte d'achat oui, pour faciliter cet acte d'achat. Il y a eu aussi des changements majeurs en termes logistiques et de livraison qui font que le retail évolue au quotidien. En termes de logistique, aujourd'hui, vous avez dans certaines régions des livraisons qui sont faites par drone, par des robots. Vous avez les modes de livraison type click and collect, les drive piétons, les livraisons à domicile qui se sont fortement accélérées, notamment avec la crise sanitaire qui était déjà là. C'était déjà des transformations de fond, mais qui ont été véritablement accélérées par la crise sanitaire. Et puis, on a cette transformation servicielle, alors là, qui arrive partout. C'est le chat qui, autrefois, vendait que de la machine, qui s'est associé avec une start-up pour pouvoir proposer des services de teinturerie. C'est Carrefour qui s'est mis en partenariat avec Loop pour proposer des systèmes de consigne. Decathlon est en train de tester des systèmes de location de tous ses produits en Belgique. C'est Eram qui se met à l'occasion. Vous pouvez acheter des chaussures d'occasion. Voilà, ils testent ça dans trois points de vente. Vous pouvez aussi ramener vos vieilles chaussures Eram qui vont réparer. Donc, voilà, il y a des nouveaux services verts qui enrichissent cette relation client. Donc, les enseignes ne vendent plus que des produits. On vend aussi du service. Voilà, parce que notamment par rapport à cette attitude exacerbée dans les jeunes générations, RSE, environnemental, développement durable, eh bien c'est vrai que les enseignes vont se tourner de plus en plus sur du serviciel. Et c'est vrai que pour terminer, la crise sanitaire a été un véritable accélérateur de tendance. Donc là, je vous ai mis une franchise automatique qui avait été créée en 2017. En fait, c'est une appli. Vous pouvez commander vos produits d'hygiène, d'alimentation grâce à votre appli. Vous choisissez votre heure de livraison et vous allez directement le chercher. Vous pouvez même voir l'intérieur du magasin, voir les produits. Et bien, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, ça a cartonné ce nouveau mode de franchise et de magasin, mais également tout ce qui est produits made in France, les produits locaux, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est serviciel, les click and collect, les livraisons à domicile, tout ça a été exacerbé et a été un véritable accélérateur de tendance. Enfin, le Covid a été accélérateur de ces tendances de fond. Et c'est vrai que, en plus de cela, eh bien, il y a des nouvelles lois, la loi circulaire de 2020 et le projet de loi climat et résilience, qui est en train d'être discuté, qui vont apporter également des changements de fond au niveau du retail, au niveau de la distribution. Vous aurez notamment des surfaces de vente, 20% des surfaces de vente qui seront consacrées au vrac. Vous aurez obligation en 2025 d'avoir des consignes pour le recyclage de verre, interdiction du plastique, des emballages plastiques qui a déjà été votée pour 2040. Donc voilà, je n'ai pas tout marqué, mais il y a un certain nombre de lois assez impliquantes pour la distribution qui sont en train d'être discutées et qui seront votées dans le cadre de cette loi climat et résilience et qui vont impacter aussi le comportement d'achat du client au final.
Donc, voilà en ce qui me concerne. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à cette présentation. En tout cas, un grand merci à vous tous pour votre participation active et pour cette voilà, interactivité dans cet atelier. C'est sympa de pouvoir discuter et d'échanger et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc, si vous avez des questions, écoutez, je suis à votre disposition. Et de toute façon, voilà, vous avez mon adresse email et puis vous pouvez me contacter également via LinkedIn. Si vous avez d'autres questions, là, vous avez mon numéro de téléphone, je suis disponible. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des besoins particuliers ou d'autres questions qu'on n'aurait pas eu le temps de discuter aujourd'hui. Pour ma part, c'est bon. Enfin, je pense que moi, je les ai posés au fur et à mesure, donc je pense que c'est bon. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'était hyper intéressant. Donc, un grand écoutez, tant mieux. Si ça peut vous être utile, c'est l'objectif. Ça l'a été en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Karine, pour l'intervention. Je diffuserai en replay du coup à ceux qui n'ont pas pu venir, parce que c'est vrai qu'on est quand même nombreux à s'être inscrits et puis bon, il y a toujours un petit peu de perdition entre les inscriptions et puis les personnes qui sont là. Mais en tout cas, merci à tous et puis merci beaucoup, Karine, pour l'intervention. Écoutez, je vous en prie. Écoutez, bonne journée à tous, bonne continuation et puis bonne chance dans vos projets alors.